Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Nous aurons au menu de votre matinale ce matin deux invités, notamment au téléphone. D'abord, le chef de l'arrondissement de Kotopunga, c'est de la commune de Natitengum. Là-bas, tout ce week-end, il y a eu des populations qui ont été en tout cas très remontées contre des étrangers dans la localité. Cela a couché deux morts. Quelle pourrait être la cause, je dois dire, de ces affrontements avec les populations La découverte de corps sans vie d'une petite fille a mis donc, les populations en courroux. On pourrait comprendre davantage avec le chef de l'arrondissement donc, de Kotopunga qui sera au téléphone en direct sur cette matinale. On aura aussi au téléphone, mais cette fois-ci au nord, enfin au sud du Bénin, le maire de la commune de Lalo avec William Fangbedi. On va parler un peu des conséquences liées aux récentes inondations de sa commune. 7 arrondissements sur 11 ont été affectés, notamment la semaine écoulée par, je dois dire, le débordement des eaux du fleuve Koufou. Alors, comment est-ce que la situation se vit là-bas? On parlera lors de nos débats tout à l'heure de cette promesse, en tout cas faite par les quotidiens ce matin. Vous allez le découvrir par vous-même. Les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo seront reçus au palais de la Marina dans la journée d'aujourd'hui par leur successeur Patrice Talon. C'est dans le cadre de la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Alors, qu'est-ce que les grands hommes peuvent se dire dans la droite ligne d'un dénouement de cette crise? C'est la question qu'on va poser aux différents débatteurs. Bienvenue à tous. Voici chez vous la une des journaux avec fraternité pour commencer. Dégel dans la crise entre le Bénin et le Niger, je l'ai annoncé dans mon introduction. Talon Yahi Soglo, une rencontre pour entretenir l'espoir, débat d'orientation budgétaire au Bénin. Les députés situés sur les perspectives 2025-2027. Et puis clôture du programme 25D à 25 Days, ça doit être en anglais, of Yellow Care. MTN offre 3 modules de classe, 2 bacs motorisés et une cyberbarque à l'école de Veki, c'est de la commune de Soave. Polémique autour de la délocalisation du marché d'Antokpa, on peut toujours zoomer pour mieux voir. Le gouvernement, dans une logique de modernisation, et puis district 9103 du Rotary Club, Germain Toméga passe le collier de gouverneur à Spiro Humpé. On passe au quotidien les 4 vérités. Médiation dans la crise Bénin-Niger. Talon reçoit Soglo et Yahi ce lundi. Dabarou, séance de réédition de compte de 4 années de gestion à la mairie de Kalalé. Le bilan exceptionnel du plus jeune maire du Bénin présenté aux populations. Nous allons passer à un autre quotidien pour continuer. Dynamisme Info notamment. Langue de plus en plus déliée après son départ du gouvernement à Benossi. Mais pourquoi tout ce temps crise entre le Bénin et le Niger? De 2 requêtes, Tiani favorable à une et sur condition. Nous sommes avec Matin Libre maintenant. Soglo Yahi chez Talon. Les Clébés ont parlé trop vite. Qui pour discipliner ces fous du roi? Nous sommes avec Nord-Sud Quotidien. Médiation de la crise. Bénin-Niger. Soglo Yahi chez Talon. Les détails. Commercialisation du coton graine. L'apport des banques à la campagne 2023-2024. Visa Info de retour de Niamey au Niger. Soglo Yahi reçu en audience ce jour, a annoncé donc le quotidien. Nous voici avec l'événement du jour. Infrastructure marchande dans la ville de Cotonou, laissé dans Tokpa là où il est. L'État fera une tâche, dixit donc le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Orungbedi, dans la colonne du journal L'événement du jour. Et puis, oui, rapidement, célébration du 30e anniversaire d'existence du Katroko salue l'engagement citoyen de la JCI Cotonou Soleil. Et puis, le patriote, Chris Bénin Niger, Yahi Soglo, annoncé chez Talon ce lundi. Bénin intelligent, exercice illégal de médecine, des poches de résistance dans l'Atlantique et le littoral.
Le Soleil Bénin Info, permissionnaire depuis le mois d'avril à ce jour. Le cas Jean-Michel Abimbola préoccupe le journal qui s'en inquiète. Et puis crise Niger-Bénin, Soglo Yahi chez Talon ce jour. Mettons en 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et là, nous sommes avec le potentiel. Les 3 représentants de l'Assemblée nationale ont été désignés. Les démocrates boycottent le vote secret. Et nous voici donc, je dois dire, pour Diakpata, le temps de revenir à Fraternité, médiation Soglo Yahi de la crise béninigienne. Talon reçoit les anciens présidents béninois ce lundi. Voilà donc ce qu'on peut retenir, je dois dire, une des journaux ce matin. On va passer rapidement à la deuxième lecture de Fraternité ce matin. On annonce déjà cette audience des anciens présidents Boni Yahi et Nicéphore Soglo à la Marina, des gels de la crise entre le Bénin et le Niger. Talon Yahi Soglo, une rencontre pour entretenir l'espoir des bas d'orientation budgétaire au Bénin. Les députés situés sur les perspectives 2025-2027, clôture du programme 25 Days of Yellow Care. MTN offre 3 modules de classe, 2 barques motorisées et une cyberbarque à l'école de Veki dans la commune de Soava. Polémique autour de la délocalisation du marché d'Antokpa. Le gouvernement dans une logique de modernisation. Et puis Dristri 9103 du Rotary Club. Germain Tomega passe le collier de gouverneur à Spiro Rumpe. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin, assez difficile ce matin avec quelques soucis techniques, notamment toutes nos excuses pour, je dois dire, c'est quelques couacs. On va passer maintenant à la présentation du bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Un navire a échoué sur les côtes de Fidjirosé à Cotonou dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Une panne mécanique aurait entraîné la dérive du bateau dont 9 personnes étaient à bord. Le constat à suivre dans ce bulletin. Puis reconnaissance et soutien des maires ainsi que des membres des conseils communaux des départements des collines au président Patrice Talon. Réunis à Glasgow, ces derniers ont exprimé leur fierté et gratitude au chef de l'État pour les nombreuses actions de développement posées dans leurs localités respectives depuis son avènement au pouvoir. Vous vous rappelez, c'est depuis 2016. Voici le bulletin. C'est l'une des curiosités dans la capitale économique du Bénin ce week-end. Florence, un navire se retrouve depuis donc dimanche sur les rives de la plage Fidjirosé à Cotonou. Exactement, Tanguy, le navire a échoué sur les côtes béninoises dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024. Une panne technique aurait entraîné la dérive du bateau dont 9 personnes sont à bord d'après les informations de nos confrères de BIP Radio. Voici le point de la situation sur place avec Maël Leroux-Bello. C'est ici, sur les rives de la plage Fidjirosé de Cotonou, que ce navire SPSL Oudémé s'est échoué dans la nuit de ce samedi 29 juin au dimanche 30 juin 2024. Les populations environnantes se sont réveillées ce matin avec cette image, celle d'un navire immobile et à la dérive. Des groupes de curieux se sont alors formés sur la plage pour tenter de savoir ce qui s'y passait. Mais très vite, les éléments de la police républicaine sur les lieux ont dispersé ces groupes. D'autres hommes en uniforme sont également arrivés sur les lieux, notamment les sapeurs-pompiers, la marine nationale et quelques militaires. À ceux-là s'ajoute une équipe du port autonome de Cotonou. À son bord, le navire pétrolier transportait de l'hydrocarbure en direction du Nigeria voisin. L'équipage du bateau est composé de 9 personnes, tous saines et sauves. Selon les informations policières obtenues, les membres de l'équipage ont été entendus. Toutes ces équipes mobilisées tentent de trouver une solution tout en évitant le déversement de l'hydrocarbure dans les eaux béninoises. Pour l'heure, les circonstances ayant entraîné la dérive de ce navire pétrolier n'ont pas encore été élucidées.
Déclaration de soutien et reconnaissance au président Patrice Talon. Les maires ainsi que les membres du conseil communal du département des Collines ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour les nombreuses actions de développement posées dans leurs localités respectives depuis son avènement au pouvoir. L'occasion a été aussi celle choisie pour lui réitérer leur engagement à l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Namous et Georges vous donnons pour plus de détails. De réalisations effectuées par le gouvernement en 8 ans de gestion et qui ont changé le visage du pays, même dans les collines. Réunis ici à Glazoué, les maires, conseillers et autres cadres de l'administration des 6 communes de la région font le bilan et expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Nous présentons ici notre grande reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement. Aujourd'hui, presque tous les chefs-lieux, que ce soit de nos communes ou de nos arrondissements, sont électrifiés. Et nous assistons, à l'heure où je vous parle, à la mise en œuvre de plusieurs projets de densification et d'extension dans tout le département des Collines. Au niveau des infrastructures routières, nous sommes très heureux de pouvoir quitter Porte-Novo, de prendre part le contournement de Savin pour rentrer dans les collines. Et nous gardons bon espoir que les autres routes qui nous ont été promises pour être carrossé, que cela puisse être une réalité sous peu. Et ce qui reste et sur lequel nous faisons notre plaidoyer relie la commune de Ouessé au réseau national de bitume. Sur le plan sanitaire, le projet Arche permet de prendre en compte la santé des pauvres extrêmes. Notre souhait est que ce projet se généralise. Du projet Arche aux cantines scolaires, la modernisation de l'agriculture, le microcrédit, les infrastructures et autres, les conférenciers ont aussi mis l'accent sur plusieurs grands projets dont les impacts sont perceptibles dans le département des Collines. Les jeunes de chez nous sont reconnaissants envers le chef de l'État à travers le projet de la GDIZ, parce qu'aujourd'hui, avec les points focaux ANPE, plusieurs centaines de nos jeunes trouvent de l'emploi à la GDIZ. J'aimerais également remercier le chef de l'État pour les efforts qui ont été faits dans la construction des marchés modernes, précisément Savalou qui est en cours et Glazoué qui est terminé. Nous avons reçu l'annonce que le marché de Glazoué sera ouvert bientôt. Le social, ce n'est pas de distribuer de l'argent. Le social, c'est aller au secours de celui qui est dans le besoin. Et le président Patrice Talon a compris que nos enfants doivent rester à l'école. Nos filles doivent rester à l'école. Et à renforcer le programme de cantine scolaire où aujourd'hui on est à plus de 75% des écoles couvertes. Les AME, on en a parlé, où récemment le gouvernement a pris cette décision de faire d'eux des fonctionnaires pleins, d'avoir les 12 mois sur 12 mois et de bénéficier également de certains avantages qui n'étaient pas pris en compte avant. Satisfaits des avancées enregistrées, ces maires ainsi que toute leur équipe réaffirment leur soutien à l'exécutif, surtout au chef de l'État. Tout en l'encourageant à maintenir la dynamique, ils espèrent la mise en œuvre d'autres projets dont l'exécution aura une répercussion positive sur le bien-être des populations du Bénin en général et celle des collines en particulier. Parlons à présent du programme One Bénin Fiesta pour zéro pauvreté. C'est une initiative de Romaric Boko. Elle vise l'épanouissement de la jeunesse de Dongbo dans le domaine du sport, de la santé, l'emploi et autres. Le lancement de ce programme a eu lieu à Dongbo et s'est matérialisé par une remise d'équipements sportifs aux jeunes de l'arrondissement de Hungay. Reportage. Cette descente de Romaric Boko dans la commune de Dongbo, précisément à Fenyekame, son village natal, entre dans le cadre des actions du projet One Bénin Fiesta pour zéro pauvreté dont il est porteur. L'objectif de ce projet est d'accompagner à travers diverses actions la jeunesse à s'affranchir de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi. Et pour ce premier contact avec les populations de Fenyekame, Romaric Boko est venu les bras chargés. Plusieurs jeux de maillots et des ballons ont été offerts aux jeunes pour les tournois de vacances. Le programme s'effectuera en 4 phases. La première phase, c'est la promotion du sport à la base. Et il s'agira de donner au village des équipements sportifs, des maillots, des trophées, des ballons. La deuxième phase, c'est l'entrepreneuriat des jeunes pour accompagner les artisans,
pour accompagner la jeunesse dans leurs activités respectives. La quatrième phase, c'est l'éducation et la santé. L'éducation, nous avons déjà commencé ici à Fenye-Kamé par l'attribution des kits scolaires. La quatrième phase, c'est la santé. Nous avons prévu dans les mois à venir de fournir dans les centres de santé reculés des ambulances qu'on appelle des ambulances ultra-urbaines. Le geste de l'ONG One Bene Fiesta pour zéro pauvreté est fortement salué par les bénéficiaires. Au nom de toute la communauté de Zongué, je suis en train de fouiller dans le dictionnaire pour voir s'il y a un autre mot qui dépasse merci, mais je n'ai pas vu. Je ne peux simplement que lui dire merci, chers collègues. Au nom de nos ancêtres, au nom de l'Éternel Dieu, je demanderai que l'Éternel, le Tout-Puissant, puisse le rendre tout ce qu'il est en train de faire, non au centuple, mais au multiple. Ce don d'équipement sportif n'est que le début d'une série d'actions que compte mener Romaric Bokor pour l'épanouissement de la jeunesse du village de Fenye-Kamé et de la commune de Dangbo en général. La jeune chambre internationale JCI Cotonou Soleil a désormais 30 années d'existence. À cette occasion, elle a organisé dans la soirée de ce samedi 29 juin 2024 à Bomé-Calavi un dîner de gala pour commémorer l'événement. C'était en présence de certains membres de la jeune chambre internationale venus de différentes villes du Bénin. Reportage. Difficile de cacher leur joie. Ces membres de la Jeune Chambre internationale sont heureux de se retrouver. 30 ans maintenant que la JCI Cotonou Soleil a vu le jour et que ses membres continuent de faire perdurer les valeurs de l'organisation. Le parcours a été très édifiant, mais aussi éclairsemé d'embûches qui nous ont permis de nous apprendre de nos erreurs et de travailler pour être plus résilients dans la communauté. Chacune de ces expériences que nous avons eues ont forgé notre identité, renforcé notre détermination et fait de nous une organisation résiliente et leader. Aujourd'hui, en regardant derrière, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes heureux du parcours effectué. Cette soirée des 30 ans de la JCI Cotonou Soleil s'est déroulée sous le parrainage du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atrokpo. Absent pour la circonstance, c'est la chef du premier arrondissement de Cotonou, Arlette Saïzonou, qui est venue porter le message du maire. Je voudrais vous exhorter à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Fêter un anniversaire, c'est faire le point de ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire, qui est toujours plus que ce qu'on a déjà fait, au risque de se voir, de tomber dans l'autosatisfaction. Vous devez continuer. Je voudrais vous féliciter pour les actions réalisées ces 30 dernières années et vous exhorter à la persévérance dans votre engagement au service des communautés. Entre prestations artistiques, discours pleins d'émotions, retrouvailles et distinctions, les invités ont pris du plaisir et ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. L'organisation a célébré ses 30 ans et je crois que c'est une importante organisation de la JCI Bénin et qui a toujours marqué par la qualité de ses activités. Et aujourd'hui, ils ne nous ont pas démenti. La qualité qu'on leur reconnaît était au rendez-vous. Et je suis très heureux d'avoir participé à ce gala. Cette soirée de gala nous permet de nous retrouver entre anciens membres, membres fondateurs, membres qui ont suivi au niveau des différentes promotions de 1994 jusqu'à maintenant pour nous retrouver et faire le point de la participation de la JCI Cotonou Soleil dans l'impact communautaire ici au Bénin. La célébration de ce jubilé de perles s'est achevée en beauté par la coupure du gâteau marquant les 30 ans d'anniversaire de la JCI Cotonou Soleil. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information.
Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation de ce bulletin d'information. Je rappelle que dans la journée d'autres rendez-vous, l'information est assurée sur Canal 3 Bénin. C'est à 13h, 19h30, 22h30 pour les grandes éditions, à 16h, à 11h pour les petites éditions. Bonne journée, Florence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, notre invité au téléphone a déjà décroché notre appel. Voici le maire de la commune de Lalo. Le maire de la commune de Lalo, William Fangbeji, est donc en direct au téléphone sur cette émission. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, journaliste. Comment vous allez? Ça va bien, merci beaucoup. Et vous-même? Ça va. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin pour évoquer un peu les conditions assez difficiles de vos populations depuis la semaine écoulée. Faut-il le rappeler, monsieur le maire, les eaux du fleuve Koufou sont sorties de leur lit. Quel bilan fait-on aujourd'hui? On a juste appris que 7 arrondissements sur 11 ont été inondés. Oui, pour le moment, d'abord, nous remercions Dieu pour n'avoir pas assisté de bêtes en vie humaine. Parce que cet événement malheureux, du fait que le fleuve Koufou est sorti de son lit, était dans la journée. C'était dans la journée, nous avons enregistré pour le moment 3477 ménages qui sont touchés par ce phénomène rare. Parce que, effectivement, nous enregistrons souvent, dans les années passées, le fleuve Koufou qui sortait de son lit. Mais cette fois-ci, c'est vraiment incommensurable. On ne sait pas comment, parce que pour la peine, on comprend que ça c'est dû vraiment au changement climatique, parce que c'est la première fois. Et à quelle vitesse encore l'eau est sortie de son lit? Vous savez, à Lalo, nous avons une population entièrement agricole. Absolument. Sur les 11 arrondissements, nous avons 7 qui sont touchés, dont 16 villages. Les cultures sont emportées, les animaux sont emportés, et les populations dans les endroits bâtissent maintenant en terre battue. C'est ça. En concert, ces constructions en contact avec l'eau, vous voyez déjà, il y a certaines maisons qui sont englouties, d'autres sont effondrées. Donc, nous tendons la main aux bonnes volontés à l'État central de venir à notre secours parce que pour le moment, nous avons les populations qui dorment à la belle étoile. C'est ça. Ce qui constitue encore notre grand souci, on se demande quelle serait la suite parce que c'est arrivé de façon précoce. Oui. Cette pluie-là. Alors que nous attendons les grandes pluies. Oui. Est-ce que ce même fleuve va revenir encore? On ne sait pas. Les populations, pour le moment, se sont déplacées. On les a mis dans les écoles publiques. Heureusement que nous sommes en vacances. Oui. Et dites-vous qu'il faut vraiment accompagner ces populations parce que voilà que nous sommes en train de commencer les récoltes des premières pluies. Et tous ces récoltes sont partis. Maintenant, où dormir? Donc, nous demandons qu'on nous aide avec des moustiquaires, des nattes, des tentes et surtout les vivres. Ben, monsieur monsieur le maire, après tous ces besoins, si on ne va pas vite au secours de ces populations, vous imaginez encore. Parce que c'est d'abord un coup psychologiquement. Donc, ces apports apporteront genre un soutien émotionnel. Ok, nous sommes disponibles à toute personne de bonne volonté, à l'État central, aux institutions, aux partenaires techniques et financiers qui ne cessent de nous appeler. Nous avons déjà Médecins sans frontières, nous avons la Croix-Rouge aussi, et on attend les autres.
D'accord. Mais monsieur le maire, on a l'impression que les populations ont été surprises, mais aussi et surtout que les autorités ont été surprises aussi. Est-ce qu'on n'a pas vu venir le danger? Est-ce qu'il n'y a pas un système d'alerte précoce, pour déjà prévenir les populations du niveau où le fleuve pouvait déborder et atteindre? Comme je l'ai déjà signalé, je vous ai dit que c'est la première fois. Oui. Effectivement, on vivait des crues de façon bénigne. C'est ça. De façon bénigne, mais pour cette fois-ci, c'est toute première fois, même à entendre les populations. Oui. Et je vous ai dit, le fleuve est sorti de son lit avec une victoire, avec une vitesse de croisière. Il faut voir comment, parce qu'il y a d'autres qui sont surpris au champ. Ils étaient au champ et puis ils attendaient un grand bruit venir. Heureusement que ces d'autres sont montés les arbres. Ah oui. Et après, on a envoyé des pirogues pour aller les repêcher. Donc, c'est pour vous dire que ça, là, c'est inédit. C'est toute une première fois, on sent ça. C'est ça. Oui, et d'habitude, pour vivre la pluie, il faut attendre les mois de septembre et d'août. Nous voici dans le jeu. Voir qui peut prédire ça et qui peut voir ce danger venir. Et ne pas informer les populations. Je disais heureusement que ce n'est pas notamment en journée. Sinon, on aurait enregistré des pertes en vie humaine. Ça, c'est clair. Oui. Mais alors que le fleuve a surpris tout le monde, qu'est-ce que le conseil communal fait? Parce qu'il y a beaucoup de temps qui reste. Vous l'aviez dit, on attendait le fleuve pour le mois de septembre. Il est déjà là au mois de juin. C'est sûr que ça va s'accentuer avec le temps qui va venir. Qu'est-ce que le conseil communal envisage comme, je dois dire, action pour, ma foi, aider les populations quand même à traverser ces temps difficiles? Pour le moment, nous avons mis sur pied un comité de gestion de crise et catastrophe dont le maire, président, tous les CA concernés, tout le monde, à savoir les services déconcentrés de l'État qui sont sur le territoire de là, tout le monde sur le qui-vive. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas ce que la pays nous réserve. Mais l'essentiel, c'est d'abord comment faire pour apporter quelques soutiens à ces populations avant que la nature nous fasse grâce. On est disponible à tout moment. Toute personne qui voudrait nous accompagner, le comité est disponible 24 heures sur 24. Même la nuit, nous nous déplaçons pour aller voir ces populations afin de compatir, de leur dire écoutez, nous sommes à l'écoute, nous vous accompagnons. Il y a le centre de santé pour le moment bien équipé avec le personnel afin de voler au secours de ces populations à tout moment, c'est en plein nuit, quel que soit le cri de détresse. C'est ça. Alors, monsieur le maire, je vais vous laisser vaquer à vos occupations ce matin. Un mot pour finir cet entretien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Ok, bye bye. Mesdames et messieurs, de retour à Cotonou maintenant. Voici les sports ce matin. On va commencer par ce qui tient en haleine les footeux du monde, l'Euro 2024. Alimouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Et l'Angleterre qui s'est qualifiée en tout cas pour la phase qui suit, notamment les quarts de finale, mais ça a été très difficile. Oui, Tanguy, vous pouvez le voir sur cette image que nous proposons ce matin à notre spectateur. Les deux hommes forts de cette nation anglaise à l'Euro, c'était donc Jude Bellingham du Real Madrid et son compatriote Harry Kane donc du Bayern de Munich. Voici les deux hommes qui ont permis donc à l'Angleterre de s'offrir la qualification pour le prochain tour, c'est-à-dire les quarts de finale de l'Euro 2024 qui se déroule bien entendu du côté de l'Allemagne depuis quelques semaines. Et donc pour cette explication face à la Slovaquie, les Anglais se sont fait énormément peur en encaissant déjà vers la 25e minute
l'ouverture du score donc de l'adversaire slovaque à l'arrivée à la 96e minute, je dirais, pratiquement à la fin de cette explication. Jude Bellingham permet donc à son équipe de revenir et ce sera le tour donc à Harry Kane d'offrir la victoire aux Anglais. Le meilleur buteur donc de l'histoire de cette nation a aussi frappé. On fait rapidement le point des différents résultats des rencontres disputées pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro 2024. Déjà, pour les premières explications, la grosse surprise, c'est la sortie bien sûr du tenant du titre, l'Italie. C'était face à la formation suisse, même si l'Italie n'a pas été assez convaincante cette saison. 2-0 à l'arrivée pour la Suisse qui s'impose à son adversaire et composte ainsi son billet pour le prochain tour. L'Allemagne également s'est imposée 2-0, score identique bien entendu face au Danemark. Il y a eu la victoire de l'Angleterre, je le disais tout à l'heure, et pour finir l'Espagne qui s'est imposée 4-1 face à la Géorgie. Il faut préciser que la dernière rencontre entre les deux formations s'était soldée sur le score de 7-1. Mais hier, l'équipe de la Géorgie a quand même résisté un peu avec l'ouverture du score. Et aujourd'hui, n'empêche qu'ils sortent de la compétition, mais la tête haute puisqu'ils ont passé le premier tour pour une première. Tanguy. Allez, on va donner la suite des rencontres des huitièmes de finale. Ce sera donc ce soir, la France affrontera la Belgique à partir donc de 17h et à 20h, on aura l'explication entre le Portugal et la Slovénie. Lequel de ces quatre nations sera qualifié pour le prochain tour de les quarts de finale bien sûr de l'Euro. De toutes les façons, la France et le Portugal ont leur carte en main et on attend de voir ce que ça va donner pour ces rencontres des huitièmes de finale. On file directement donc du côté de l'Amérique du Sud pour parler donc de la Copa qui se déroule de l'autre côté. Les rencontres de la troisième journée ont démarré donc c'était depuis avant-hier, donc ce week-end, avec au niveau du groupe l'Argentine qui a terminé leader de ce groupe en s'imposant pour sa dernière sortie face à l'équipe du Pérou, 2-0 pour les Argentins. Le Canada et le Chili se sont séparés 2-2, comme le Liège, 0 but partout, ce qui permet aux Canadiens de passer le prochain tour qui sera donc l'étape des quarts de finale entre la formation donc pour ce groupe A. L'Argentine est qualifiée avec 9 points. Le Canada affrontera le Canada également est qualifié avec 4 points dans ce groupe. Le Chili et le Pérou sortiront donc de la compétition. Au niveau du groupe B également, les rencontres ont été disputées au petit matin donc de ce lundi. Le Mexique et le Équateur se sont séparés 0 but partout. Il y a eu la victoire de Venezuela qui est donc leader de ce groupe B avec 6 points qui s'est imposé à son adversaire du Jamaïque, 3-0 à l'arrivée, ce qui donc permet à l'Équateur de rejoindre le Venezuela au prochain tour également. 6 points pour le Venezuela avec un goal average de +2. Il sera suivi donc de l'Équateur qui totalise donc 3 points plus un goal average de +1, ce qui lui donne l'avance sur son adversaire direct qui est le Mexique. La suite, ce sera au niveau du groupe C. Ce jour, avec les rencontres entre la Bolivie et le Panama à 2h. Donc, ce sera au petit matin, Tanguy. Prenez le rendez-vous. C'est clair si vous n'allez pas manquer Actu Matin. Oui, ça c'est clair. En tout cas, on est très accrochés. La suite, toujours pour les rencontres du groupe C. Les États-Unis affronteront l'Uruguay toujours à 2h à la même heure, puisqu'ils sont les rencontres de la troisième journée. Et donc, on saura quelles sont les équipes qualifiées pour donc, le prochain tour au niveau de ce groupe également. Allez, on a fait le tour de l'Euro, de la Copa, on va revenir chez nous. Bien sûr. On va parler de la journée olympique célébrée il y a quelques jours du côté de Kwamasès. Nous sommes là dans le département de l'Atlantique. C'est quelque part dans le sud-ouest du Bénin. Ah oui, Tanguy, le comité olympique a célébré, comme vous le disiez tout à l'heure, la journée olympique 2024 à Kwamasès. Et donc, pour les manifestations, les membres du comité national olympique et sportif, avec à sa tête le président, bien sûr, à leur tête le président Julien Minavoa, se sont rendus sur place. Ils ont reçu le soutien des autorités locales. La célébration a duré 48 heures pour la première journée. Vous pouvez le constater sur les images. C'était donc plusieurs communications qui ont été données par les responsables du CNOSBN, bien entendu, non seulement sur l'importance du sport dans la santé, mais aussi et surtout pour faire découvrir aux populations ce qu'est donc le Comité national olympique et sportif en langue locale. Suivons ici en 30 secondes le président Julien Minavoa dans sa présentation. Olympisme, mais alors olympisme, et ouais, bon, nado voton, et ouais, honorable Jeux olympiques, c'est-à-dire sport des
Moi, on est en bilan bon. Olympisme, mêlé, il y a les Jeux olympiques. Ouais, donc, il y a une qui est et quand vous voulez beaucoup de comment, mais vous pouvez dire avec. Il faut préciser que pour ces Journées olympiques, donc c'est une sorte de rotation qui se fait donc au niveau du Comité national olympique. On choisit un département, une ville, une commune pour aller donc permettre aux populations de découvrir donc davantage l'importance du sport et ce qu'est bien sûr, comme je le disais, le rôle du comité ou bien du comité olympique, du comité national olympique et sportif donc du Bénin pour la deuxième journée. Donc elle a été consacrée aux autres activités à travers donc pour commencer une marche sportive avec la population. Les membres du comité national olympique et sportif ont fait le tour de l'arrondissement de Tokpa-Domain, bien sûr, c'est donc à Pomassé. Ils étaient accompagnés des autorités locales. Vous pouvez le voir sur les images. Il y avait une forte mobilisation de la population, jeunes, enfants, adultes étaient de la partie. Il y avait de l'ambiance musicale locale avec des tam-tams, des mascottes traditionnelles que vous avez vu tout à l'heure sur les images. Il y a eu par la suite, après donc cette marche sportive, les différentes activités telles que la course de pirogue. Vous pouvez le voir, de très belles images, Tanguy, sur le lac avec, je dirais, des athlètes qui certainement sont de la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et de pédalo, bien entendu. Il y a eu également des compétitions de natation sur également des images. Tanguy, vous qui aimez bien sûr la natation, ouais. Peut-être la prochaine édition, vous serez invité pour participer aux différentes activités. Suivons ici quelques personnalités à cette édition de la journée olympique 2024. Satisfaite parce que au départ, les gens ne croyaient pas qu'on pouvait avoir une telle mobilisation à Pomassé. Parce que, les gens pensent que Pomassé n'est pas très connu. Mais grâce à cette journée olympique, je crois qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un engouement. Il y a un engouement terrible. Vous avez vu comment est-ce que la population est sortie, tout ce qui s'est passé, tout le monde est en joie. Et je suis très, très satisfaite. L'héritage que nous gardons de cet événement, d'abord, il y a des jeux de ballon qui sont offerts aux jeunes de ma localité. Ensuite, la jeunesse s'est épanouie, il y a eu des échanges de contacts. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, un jeune homme qui a été détecté, qui a le profil de faire le bras de fer. Et son contact a été donné. Tout ça là, c'est des retombées positives de cette journée que nous avons organisée. Le sport, quand même, c'est la vie. Le sport vous garantit la santé. Et je voudrais bien que les autres mairies qui traînent encore le pas, qui ne donnent pas encore l'importance qu'il faut au sport, donc à vraiment se réveiller, donc à essayer de jouer le jeu, de rentrer dans ce dynamisme que nous sommes en train de constater. Vous voyez un peu dans notre pays aujourd'hui, le sport, chacun vit le sport à travers quand même l'engagement du gouvernement à faire en sorte que la jeunesse vraiment s'initie au sport. Allez, donc après les différentes activités, donc il y a eu également, je dirais, des moments récréatifs meublés bien sûr, de danse et de démonstrations acrobatiques, des sanguiteurs et autres, puisqu'on était bien sûr à Pomassé. Tanguy. Voilà donc ce qu'on peut retirer de l'actualité des sports ce matin. On a un grand format à suivre puisque nous sommes lundi. Ce sera à partir de 21h, n'est-ce pas? Oui, avec Nassi Salossé. Avec Nassi Salossé aux commandes. Prenez donc le rendez-vous pour découvrir, je dois dire, d'autres informations de la planète sport sur Canal 3 Bénin. Ça vous dit deux mots sur l'Euro qui se passe actuellement? Je ne sais pas, hein? Quelle est cette malédiction qui frappe les tenants du titre? L'Italie n'a pas échappé. Je crois que ça a commencé avec l'Espagne déjà, qui avait été quand même championne de l'Europe en 2012, a été sortie en 2016, avant même les huitièmes de finale. Puis après, le Portugal qui a remporté en 2016 a été sorti en 2020 également. En 2020. Maintenant, l'Italie qui a créé en 2020 est sortie en 2024. J'ai l'impression que quand on est vainqueur de l'Euro, il ne faut pas venir à la phase, à l'édition qui suit.
C'est pratiquement, je dirais, valable pour presque toutes les compétitions. On a vu avec les différentes... La CAN aussi, hein, la CAN ou encore la Coupe du Monde également, oui, justement. Le Sénégal, c'est vrai que le Sénégal, cette fois-ci, a avancé un peu, mais on a vu la grosse surprise face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. En quart de finale. En quart de finale. Donc, du coup, on peut déjà dire logiquement que pour la formation qui remporte la compétition, elle devient déjà la bête à abattre pour l'édition suivante. Et donc, elle est dans le Tout mire. le monde est focalisé. Voilà, elle est dans le mire. Et donc, pour tous les adversaires qu'elle aura affrontés, il faut quand même, je dirais, s'efforcer de créer la sensation. Et la sensation, c'est vrai que pour ce qui est du cas de l'Italie cette fois-ci, on n'a pas vraiment vu une équipe italienne assez tranchante, assez flamboyante. Déjà, dès la première journée, elle a été vraiment mise en difficulté. C'est vrai qu'elle a réussi à retourner la situation face à son adversaire slovaque, mais c'était assez compliqué pour la formation d'Italie de s'en sortir. Et donc, même pour les autres rencontres qu'elle a disputées dans son groupe, c'était pas assez fameux, donc c'était pas une très belle image de l'Italie qu'on a vue. Et moi, j'avais déjà pressenti que face à la formation de la Suisse, ça allait être en tout cas une victoire des coéquipiers de Granit Xhaka, parce que quand vous regardez cette équipe évoluer dans le groupe A avec l'Allemagne, on a vu peu s'en est fallu pour que la Suisse termine premier de cette poule. Donc, on peut déjà voir par rapport aux dernières performances de ces deux formations que la Suisse partait, je dirais, largement favori, même si l'Italie avait toujours sa casquette de tenant de titre. Maintenant, quand on regarde dans l'histoire, comme vous l'avez dit, je crois que c'est une malédiction pour les... Ce n'est pas, pardon, permets-moi de ne pas te suivre dans ta logique, ce n'est pas une malédiction, mais plutôt, je dirais, les autres équipes se préparent, je dirais, de façon conséquente pour affronter le meilleur. Et donc, ça donne ce que ça donne. Ouais. Bon, bah, c'est en tout cas beau pour le jeu. Hein. La plus belle affiche, en tout cas pour moi, ça pourrait être... Enfin, ça devrait être, parce que je ne peux pas, en tout cas, faire des pronostics. La plus belle affiche pour moi, à mes yeux, en tout cas pour cette compétition, ça devrait être une affiche, mettons quoi, Angleterre-Allemagne, pour être assez piquant à la fin. Angleterre-Allemagne, je ne vois pas. Je trouve qu'on assistera déjà à une très belle explication déjà en quart de finale, où l'Espagne affrontera l'Angleterre, puisque c'est l'affiche qui vient. Et donc, les deux équipes, je dirais, les plus titrées de l'Europe vont s'affronter, je crois, 3 titres chacun, vont s'affronter pour les quarts de finale. Ça va être assez intéressant. On a vu l'Espagne qui reste, je dirais, sur une très belle performance depuis, je dirais, quelques mois. Les 9 dernières rencontres de cette formation, sans défaite, avec que des succès. Et l'Allemagne aussi, qui pour sa compétition, depuis l'arrivée du jeune Nagelsmann, déjà aussi tient un bon profil en dehors, donc je dirais, de la rencontre de la 3e journée, malgré les dominations qui étaient un peu stériles face à la formation de la Suisse. En tout cas, c'est une équipe qui est aussi très en jambes. On l'a vu face au Danemark également pour les rencontres des 8e de finale. Donc, je pense que cette explication sera assez épique. Et âprement disputé. Pourquoi pas? On peut déjà même peut-être penser déjà à la finale avant l'heure, même si de l'autre côté, on voit le Portugal qui reste sur un très bon record déjà, ce qui a d'ailleurs permis à cette formation, comme vous le disiez, qui a été éliminée déjà dès le premier tour, je crois, de la dernière édition de la Coupe d'Europe. Donc pour le Portugal qui reste une très belle série, je crois actuellement, ils ont fait près de 13 matchs sans défaite, sinon avant la défaite de 2-0 face à la Géorgie, surprenante et inattendue face à la Géorgie. On ne peut plus compréhensif aussi, vu que l'équipe a été remaniée, je dirais, à 99,9% pour cette 3e journée, le temps de permettre aux autres joueurs d'avoir suffisamment de temps de jeu. Je ne pense pas que Martinez a eu suffisamment le temps d'hurler une cohérence de jeu entre cette équipe réserve qui a disputé cette rencontre de la 3e journée face à la Géorgie, parce que c'est vrai que ce sont des professionnels, c'est vrai que ce sont des joueurs de haut niveau, mais tant qu'il n'y a pas cette cohésion qui est créée par l'entraîneur au fil du temps, ça ne donnera pas un bon résultat. Et voilà en cela comment j'explique cette défaite du Portugal face à la Géorgie. Mais n'en demeure que voilà, ça reste toujours une défaite qui vient entacher un peu le parcours de cette formation depuis les éliminatoires. C'est la seule formation qui a fait, je dirais, du 10-10
pour les éliminatoires, 10 victoires sur 10. Je dis c'était assez impressionnant pour se qualifier pour, je dirais, l'Euro. Et ensuite, ils font 3 matchs amicaux qu'ils ont tout remporté. Et ensuite, viennent jouer 2 matchs de poule qu'ils ont gagnés. Et donc, on avait déjà, je pense qu'à ce moment, l'entraîneur avait de quoi permettre à l'équipe réserve de disputer la dernière, de tourner, donc de jouer la dernière rencontre. Et donc pour ce qui concerne le Portugal, je pense que c'est aussi une très belle équipe qui est toujours en course. Ce soir, on la verra bien sûr face à la Slovénie. La Slovénie fait partie de ces équipes aussi qui sont en train de créer une très forte sensation, comme je dirais la Roumanie également. Ah oui, ces équipes Roumanie qui sont très engagées. Très vaillante et très battante aussi. Oui, justement. Et donc ces équipes se voient déjà comme... les petits poussés, comme on les appelle souvent, et donc se dit, pour mériter une place, il faut qu'on se batte, et c'est dans la mentalité, la psychologie des joueurs, et ça se fait voir déjà, ça se fait remarquer sur le terrain, ça se fait carrément, je dirais, remarquer lors des phases, de la phase de groupe. Pour moi, la surprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même l'Angleterre hier. C'était pas vraiment assez intéressant dans le fond de jeu, alors qu'il y avait vraiment suffisamment d'individualité. Pour le moment, on sait que Southgate est vraiment, je dirais, sous la menace, hein, parce que s'il faisait une défaite hier, c'est sûr que... Clair qu'on le verrait. Quand on le verrait. Donc, je comprends déjà que les joueurs le soutiennent et qu'ils ont tout fait pour conserver cette avance en toute fin de rencontre. Sinon, je me disais, si c'est l'Angleterre qui défendait contre la Slovaquie, assez surprenant quand même. Ah ouais, en tout cas, on va leur souhaiter bonne chance, puisque la compétition continue pour les Free Lions. On espère bien qu'ils vont pouvoir aller très loin. Il me semble que ça doit être l'une des plus grandes nations du continent à n'avoir pas touché encore à ce trophée-là. Ça doit les faire saliver suffisamment depuis un bon bout de temps. Allez, oui, merci encore beaucoup. Que la saison dernière, ils ont échoué au pied de podium. Absolument, je crois, en finale. Oui, en finale face à l'Italie. Avec ce penalty de Harry Kane, c'était quand même compliqué. Allez, Ali, merci beaucoup. C'est moi, Tanguy. Bonne journée. Ouais. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant, le temps d'installer nos débatteurs. Peuple daoulé, je proclame l'indépendance du Dahomey. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, je proclame l'indépendance du Dahomey. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, je proclame l'indépendance du Dahomey.
La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra.
Alors, c'est de retour pour nos moments d'échange autour donc du sujet annoncé. Et je l'avais dit justement au début de cette émission que les anciens présidents Boniaï et Nicéphore Soglo devraient se rendre au palais de la Marina dans la journée d'aujourd'hui. En tout cas, c'est l'annonce faite par les quotidiens de leur production de ce lundi matin. Après donc leur visite à Niamey au général Tiani et à quelques anciens président du Niger là-bas, les deux grands hommes devraient rencontrer leur successeur à la Marina aujourd'hui. Qu'est-ce que les trois hommes pourraient se dire au sujet donc de la crise entre le Bénin et le Niger? Quelles solutions envisageables? C'est de ça qu'on va parler ce matin avec nos débatteurs. Lorich, bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. C'était de bon ton en tout cas qu'on ait cette annonce-là et surtout cette visite-là à Lorich. Après donc le tour à Niamey, il fallait faire un tour aussi au palais de la Marina à Cotonou. Évidemment, il était de bon temps que quand on s'autoproclame ou quand on se dit médiateur, qu'on écoute les deux parties, parce que cela ne servirait absolument à rien d'écouter juste une partie et de tirer des conclusions. Cela ne servirait absolument à rien. Et je l'avais appelé de tous mes voeux d'ailleurs, je savais que si éventuellement les deux anciens chefs d'État qui sont allés rencontrer le général Tiani et qui ont échangé avec lui et qui ont également échangé avec la communauté béninoise résidant au Niger, qui ont fait le tour, qui ont vu un peu, qui ont fait le tour d'horizon de la situation du côté de Niamey et qui sont revenus au Bercail. C'était de bon temps qu'ils aient rencontré le principal détenteur du pouvoir de la Marina pour lui dire vraiment, c'est vrai, nous sommes tes prédécesseurs, mais voici ce que nous avons échangé, ce que nous avons reçu comme échange, comme peut-être plainte, comme grief, ou comme recommandation, ou peut-être encore comme possible voie de retour à la cohésion, au vivre ensemble de la part de la partie nigérienne. Et c'est déjà louable que cette annonce-là soit faite et je souhaite vivement que les discussions aillent beaucoup plus dans le sens du règlement ou du retour de la situation à la normale, parce que j'ai dit beaucoup de choses récemment. Est-ce que c'est des gens qui se sont autoproclamés médiateurs, des gens qui sont partis sans recevoir l'onction du président Patrice Talon? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais l'essentiel que nous devons retenir, c'est comment résoudre cette crise qui a assez duré et qui fait du mal, un profond mal aux populations. S'il y a des gens qui ont compris que peut-être à travers leur stature, à travers leur personnalité, à travers ce qu'ils incarnent, peut d'une certaine manière amener la paix, ramener la cohésion sociale, si cela pourrait jouer un tant soit peu dans la balance pour que les deux parties retrouvent la voie de la négociation, je pense que c'est assez louable. Et déjà, les discussions au niveau du palais de la Marina, vous le savez, ça va s'articuler principalement sur deux aspects. D'abord, le premier, c'est les conditions pour la réouverture des frontières, parce que ça a été le premier problème qu'il y a eu effectivement, parce qu'on a parlé d'une probable base militaire, de l'insécurité autour des frontières. Je pense que Tiani a exprimé ses griefs et les deux anciens chefs d'État iront maintenant exprimer ces griefs-là, reporter plutôt ces griefs-là pour pouvoir permettre au président Patrice Talon de voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et le second aspect, c'est le projet Pipeline qui est aussi carrément l'une des conséquences de cette fermeture-là de façon indirecte. Et ils vont également échanger autour de ce projet qui aujourd'hui commence par souffrir. Est-ce que véritablement le projet Pipeline va continuer et servir véritablement financièrement pour le Niger et pour le Bénin, parce que, qu'on le veuille ou non, ces deux peuples sont condamnés à vivre ensemble. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de voir le bout du tunnel pour que les peuples qui souffrent, parce que quand vous allez aujourd'hui à Malanville, il faut se dire la vérité, c'est assez difficile pour ces populations. Quand vous allez à Gaïa, c'est difficile pour ces populations, ne parlant même pas des villes métropoles, mais des villes cosmopolites comme Cotonou, Niamey et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que les populations sont vraiment fatigués de cette crise et vivement que les échanges soient assez fructueux pour que la cohésion et le vivre ensemble reviennent au sein entre Niamey et Cotonou. Eric? Je pense que nous allons vivre dans cette journée la deuxième grande étape de cette mission de médiation voulue par nos deux anciens chefs d'État. Après l'étape du Niger, il était souhaité
que les deux anciens chefs d'État soient aussi reçus par le président Patrice Talon. Et parce que c'est annoncé, je me dis que avant même de partir sur le Niger, ils se sont assurés qu'à leur retour, ils seront évidemment reçus par Patrice Talon pour faire le point de leur échange avec le général Tiani au Niger et aussi prendre l'avis et la position du président Patrice Talon sur cette crise. Et donc cela va se faire aujourd'hui, le compte rendu lui sera fait, des contenus des échanges qu'ils ont eu avec le général et aussi prendre l'avis du président Patrice Talon sur certainement les conditions que le général Tiani aurait posées, n'est-ce pas, pour une reprise des relations. Je pense que ça va se jouer d'abord sur les conditions que le Niger pose. On peut s'imaginer justement que le Niger souhaite une garantie de sécurité au niveau des frontières, puisque la principale accusation est que sur notre territoire, nous avons des bases militaires qui menaceraient, eux, leur pays. Je pense que sur cette question, Patrice Talon risque de se répéter, parce que quand ces accusations sont sorties, eh bien, il a trouvé que c'était très ridicule, n'est-ce pas, que le Bénin ait une intention d'attaquer le Niger voisin et que nous ne disposons pas véritablement de bases militaires. Je pense aussi que sur la question, les deux anciens chefs d'État, pour avoir géré justement ce pays, peut se faire aussi une idée véritablement s'il y a base militaire ou pas sur cette question. Et puis ensuite, peut-être aussi le dossier du pipeline. Bon, nous savons que la récente décision du côté du Niger, c'est de passer par le Tchad. En même temps, je ne sais pas si c'est acté. Je pense que là, ça va être un peu compliqué parce que si le Niger reste dans sa dynamique de se passer du Bénin et de passer par le Tchad, je pense qu'il n'y a pas véritablement possibilité de sauver les meubles déjà. Et donc, surtout que pour les Chinois, le plus important, c'est que le pétrole se retrouve à l'extérieur, que ce soit par le Bénin ou par le Tchad, c'est ça la finalité. Avec moins de dépenses possibles et moins de risques possibles. Alors, donc, je pense que sur la question, ça va être un peu difficile de pouvoir s'accorder parce que à ce moment précis, ce n'est pas nous qui avons les leviers, c'est plutôt du côté du Niger. Et donc, nous allons espérer qu'à la fin de cette journée, qu'on puisse avoir véritablement les éléments de cette discussion. Mais toujours est-il que ce que nous attendons le plus, c'est que les deux anciens chefs d'État puissent amener les présidents en exercice du côté du Niger et du Bénin à véritablement s'entendre pour une reprise des relations. William, vous savez, j'aime bien cette délicatesse dans la procédure. Un Boni Yayi non convaincu de la mission dont il est chargé aujourd'hui ou un peu en joie comme d'habitude, très émotif par endroits, aurait fait déjà je ne sais combien de déclarations à la presse pour mettre à l'eau ce projet. Parce que vous savez, nous sommes en diplomatie et le vrai dépositaire de la politique étrangère de notre pays, c'est Patrice Talon. C'est par abus de langage que nous appelons les ministres des Affaires étrangères patron de la diplomatie. Le vrai patron de la diplomatie dans un pays, c'est le chef de l'État, quitte à lui de donner une part de responsabilité et de déléguer à un membre de son gouvernement ou à toute autre personne. Vous savez, quel que soit le moyen par lequel on entend la résolution de cette crise, c'est tant est que nous sommes dans la bonne marche de sa résolution. Bravo. Parce qu'en fait, les vaines polémiques et très infondées selon lesquelles ils sont autoproclamés ou c'est une médiation qui est à leur initiative propre. Si les couloirs normaux de la diplomatie sont incapables de faire ouvrir la porte à Niamey et que des individus à eux seuls peuvent faire ouvrir avec les honneurs avec les révérences les plus respectables et les plus flagrantes, si des individus peuvent tout seuls y arriver, c'est qu'en fait, il y a un plus qu'il faut chercher à copier, dont il faut apprendre et non pas à dénigrer à longueur de journée sur les réseaux sociaux ou laisser quelques médias à fanfarons relayer délibérément et parfois sans vergogne. Quand j'ai fini de dire ça, que ce soit les anciens présidents qui sont reçus ou
ou que ce soit Patrice Talon qui entre en discussion, nous sommes plutôt là, qu'on le veuille ou non, dans une posture d'un Bénin en quête de solutions, dans des démarches, dans du pas à pas pour arriver à la résolution d'une crise avec un de ses voisins, voisin éternel, dont il aura l'obligation de gérer les sempiternelles difficultés de tout temps. Et pour cela, moi, c'est le plus important. Le Bénin dans la marche de la résolution de la crise avec le Niger. Les deux anciens chefs d'État vont justement, on le devine tous, dire ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont proposé en retour, ce qu'ont dit les autorités nigériennes à propos, les conseils de ces acteurs très expérimentés. Vous savez, parmi les anciens présidents rencontrés, il y a un double putschiste qui a dirigé le Niger et qui a sauté Mamadou Tandja et un autre chef d'État dont j'oublie le nom là. Donc, qui sait comment s'y prendre avec des militaires qui sont venus au pouvoir, qui ont sûrement des attaches. Des gens qui ont sûrement des attaches avec les actuelles autorités du Conseil pour la sauvegarde de la patrie au Niger, le général Tchani, ainsi de suite. Et je ne doute pas qu'il y ait également des rencontres qui n'aient eu les clichés d'aucune pellicule de photographie ou dont nous n'avons pas forcément les fuites, des rencontres qui auraient aidé à avoir une idée, à appréhender la situation telle qu'elle se présente. Je parie que les anciens chefs d'État iront dire à Patrice Talon, de ce que nous avons écouté, nous pensons telle et telle chose, quitte à toi et à tes collaborateurs de l'heure, avec tes conseillers, ceux qui sont dans l'appareil, dans la machine diplomatique actuelle béninoise, d'y réfléchir et de proposer des solutions. Je parie qu'ils diront aussi, notre sollicitude n'est pas à son terme. Nous sommes prédisposés à continuer vivement. Que du côté du palais de la Marina, on puisse avec... Justement, quel va être le comportement au niveau du palais de la Marina, je veux dire l'accueil au niveau de la Marina. C'est vrai qu'on a observé tout au long de la crise, en tout cas pour ces 2 derniers mois, une certaine position, je dois dire, défensive. Nous n'avons rien fait, nous ne sommes coupables de rien, c'est eux les capricieux, c'est eux les rigoureux, c'est eux qui ne veulent pas d'entendre raison, etc. Le riche, quelle sera l'attitude, la capacité à écouter au niveau de la Marina aujourd'hui? On ne perd rien à écouter une tierce personne, encore que ce sont des gens, des personnes d'un certain calibre qui sont allés échanger avec l'autre protagoniste. Donc, on ne perd absolument rien. C'est vrai que le dialogue n'a pas été interrompu, n'a pas été rompu par la partie béninoise. C'est au niveau de la partie nigérienne que véritablement le dialogue a été rompu. Et si déjà, ces deux personnalités ont défoncé cette porte, j'utilise entre griffes le mot, ont défoncé cette porte, et aujourd'hui reviennent vers le Bénin, je pense que c'est tout à notre actif et c'est tout à notre honneur, c'est à l'honneur du Bénin en général, et non à l'honneur du président Nicéphore Soglo ou du président Yahi Boni, non. Donc la Marina a tout à y gagner en l'écoutant. Parce que par voie de presse, par communiqué, par les différentes déclarations qui ont été faites, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il faut le savoir. Il y a eu des phrases qui sont sorties. Mais quand les deux chefs d'État ont rencontré le général Tchani, vous l'avez observé, il y a eu un silence. Donc, rien n'a filtré. À partir de cet instant, vous devez comprendre qu'il y a eu des non-dits. Et ces non-dits doivent rester effectivement secrets pour que les négociations aillent jusqu'au bout. Si personnellement, le général Tchani a des reproches à faire à son homologue du Bénin, je pense que ce n'est pas sur la scène publique qu'il va le faire. Et si déjà il a eu le temps d'échanger avec les prédécesseurs du président Patrice Talon, je pense qu'à huis clos, ils pourront échanger, dire, écoutez, monsieur le président, en exercice, voici ce que Tchani vous reproche personnellement, et je pense que vous aurez à y gagner en revisitant votre position, si c'est possible, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est à Patrice Talon que revient le dernier mot. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que, après cette rencontre,
qu'on ait eu un silence mort. Vous avez vu? Oui, c'est bien parce que les déclarations ont besoin de savoir. Je suis d'accord. Vous savez, le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien. Vous savez, on a eu pendant des mois des tentatives de rencontres, des tentatives d'échanges avec beaucoup de bruit. Vous avez vu ce que ça fait. Et la presse en a rajouté. Les réseaux sociaux en ont rajouté. Et vous savez, quand les déclarations fusent de toutes parts et que les allégations, les supputations et même la sensation, l'émotion rentrent dans le débat, ça ne donne pas un bon résultat. Aujourd'hui, vous avez vu, depuis les échanges, les gens supputent, mais n'arrivent plus à supputer sur le fond de leur discussion. Mais ils disent souvent interprétation. Voilà, justement. C'est ça, justement. Et je préfère que ce soit ainsi. Je préfère que ça reste ainsi jusqu'à la résolution de la crise, parce que les déclarations tous azimuts, pour des gens qui veulent récupérer à leur actif le fait d'avoir résolu la crise, ça ne fait pas du bruit, ça ne fait pas du bien au pays, ni au Niger, ni au Bénin. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que même s'ils finissent les échanges avec la Marina, que rien ne filtre encore, c'est moi mon souhait, que rien ne filtre non plus, tout simplement parce que ça va permettre aux médiateurs de véritablement faire le travail. Et déjà, j'apprécie le fait que les anciens chefs d'État, Yaïboni et Nicéphore Soglo, ne se sont pas arrêtés au président Tiani. J'ai vu qu'ils ont échangé avec les anciens chefs d'État, deux anciens chefs d'État du Niger, Djibo et Tandia notamment. Donc ça fait déjà, j'avais demandé que ce comité s'élargisse à d'autres personnes d'une certaine renommée, que peut-être même hors des deux pays. Actuellement, on a vu les deux États, que ça s'élargisse aux deux pays, afin qu'on ait d'autres personnes neutres qui s'investissent véritablement dans cette relation-là. Je pense que c'est mieux de garder le silence plat, et que si éventuellement des gens veulent travailler avec les émotions, qui travaillent les émotions, mais que la négociation se fasse. Et je l'avais dit tantôt, entre-temps sur le plateau, la résolution de cette crise se fera sans bruit. Et c'est la meilleure option, parce que les déclarations qui sortent de toutes parts ne font pas du bien au travail qui se fait en sourdine. William? Non, il y a une chose, ce dont, pour moi, selon ma pauvre perception, l'assurance dont les peuples ont besoin, c'est de savoir, par exemple, que les deux anciens présidents iront officiellement au palais de la Marina. Ils pouvaient aller au domicile privé de Patrice Talon, où Patrice Talon pouvait rejoindre un des anciens présidents à son domicile. On l'a vu plus d'une fois au domicile du président Soglo. Cela aurait pu se passer en toute discrétion, sans qu'on ne voit même photo ou qu'on ait des fuites. On apprendrait juste que cela s'est passé. Pour moi, le volet officiel et discussion au palais de la Marina, pour moi, a ce caractère sérieux devant pouvoir rassurer les populations que, attention, nous sommes toujours à l'œuvre, la résolution nous préoccupe toujours et nous nous y mettons en mettant les bouchées doubles. Maintenant, vous savez, je ne vois pas un Patrice Talon non réceptif à ce que diront, ne serait-ce que du point de vue information, les deux anciens présidents. Pour la guerre d'information ou les guerres de soutien de part et d'autre, Boni Yayi n'est pas allé au Niger. Ça, je le rappelle au parti Les Démocrates et au soutien sur les réseaux sociaux. Il n'est pas allé au Niger en tant que président des LD. Mais il est allé là-bas en tant qu'ancien chef d'État. C'est pour ça qu'il y a ces escortes, il y a cet honneur qui lui est donné. Il n'est pas l'opposant en chef reçu un peu comme on le voit dans certaines chancelleries pour déstabiliser un rival. Nicéphore Soglo non plus n'y est allé en raison de ses positions tranchées. Ces choses y ont contribué, mais d'abord, c'est parce qu'ils sont d'anciens présidents de la République. Donc, du côté également des pro-pouvoirs qui ne se lassent pas, je les attends à la fin de cette résolution. J'attends qu'ils écrivent pour dire la résolution ou de la crise, nous ne voulons pas de ça parce que les initiateurs ou ceux qui ont pris le lead de la médiation, nous ne sommes pas en honneur de sainteté avec eux. Nous les avons traités déjà de tous les noms d'oiseaux. Donc, nous traitons aussi du nom d'oiseau la résolution de la crise. J'attends bien qu'au dénouement effectif, ils aient des raisonnements comme ceux-là. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment ou à un autre, la patrie prime, la nation pour laquelle vous vous donnez, la nation pour laquelle vous êtes... la nation dont vous êtes fils doit vous appeler à un sursaut à un moment ou à un autre. Et il faut lire les articles 33 de la Constitution et autres. Vous vous en rendez compte. À des moments donnés,
le pays Bénin qui vous a tout donné et pour lequel vous êtes obligé de tout donner, vous avez besoin de le défendre, quelles que soient vos positions avec les gouvernants. Et tout ça, ce sont des jeux de place et de positionnement. Ne nous mentons pas. Tout ce que des opposants d'aujourd'hui reprochent à Patrice Talon, tous ceux qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui l'ont reproché à un certain Boni Yayi et à d'autres gouvernants dans ce pays. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil dans ce Bénin. Ce sont des jeux de rôle, des jeux de chaises. Ils font les mêmes dérives, des avancées. Au bilan, on peut relativiser peut-être en fonction de la tête et de la gouvernance d'une certaine... Mais les dérives, les atteintes à notre démocratie, à notre vivre ensemble sont les mêmes depuis la nuit des temps dans ce pays. Je pense que les doutes que certaines personnes ont peut-être sur le profil de chef de parti, chef d'opposant et tout ça, il faut aussi l'apprécier autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours demandé que les anciens chefs d'État qui ont assumé la charge et le rôle de l'État, une fois qu'ils finissent l'exercice de leur mandat à la tête de leur État, c'est de faire vraiment l'effort de ne pas être dans le champ politique, de rester moins actif sur le terrain politique. Parce qu'après, on a besoin d'eux justement pour ces genres de missions. On a besoin d'eux pour que, une fois que la République se retrouve dans ce genre de situation, qu'on puisse retourner vers eux sans avoir l'ombre d'un doute, n'est-ce pas, de ce que leur propre personnalité, n'est-ce pas, n'entache un peu véritablement le profil. Parce que, moi je me dis, si pour Boni Yayi, Patrice Talon a mal géré cette crise, est-ce qu'il a exprimé publiquement, n'est-ce pas, et qu'aujourd'hui le voilà au cœur d'une mission de médiation, il a déjà une position qui est connue, qui est tranchée. On ne peut pas l'effacer, et c'est aussi là, c'est aussi clair, voyez-vous. Or, nous savons que dans une mission de médiation, il y a un critère qui est important, c'est la neutralité des personnes, n'est-ce pas, qu'on sollicite pour solutionner, n'est-ce pas, une crise. Donc, des gens peuvent trouver justement qu'à partir de là, on peut faire une récupération. Nous avons vu Gaïboni au Niger qui a rencontré des ressortissants de béninois qui résident au Niger. Et à ces rencontres, vous n'avez pas vu l'ancien président Soglo. Et donc, c'est peut-être sa propre initiative, en marge de cette mission de médiation, n'est-ce pas, de rencontrer des béninois et d'échanger avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu seul le sait. Et donc, on l'a vu également dans sa délégation avec des responsables du Parti Les Démocrates, Alassane Tigré pour ne pas le nommer. Et donc c'est parfois... Bon, donc on peut, à partir de cet instant, essayer de faire un lien entre le rôle qu'il joue au niveau de cette médiation et son profil d'acteur politique que nous connaissons, chef de parti, principal parti d'opposition à Patrice Talon. Mais on peut peut-être aussi demander une forme d'indulgence de ne pas s'attarder sur ces détails et de viser l'objectif. Ce que nous voulons véritablement, c'est que l'espérance de ces deux anciens chefs d'État puisse nous amener, n'est-ce pas, à trouver une solution à cette crise. Et pour moi, c'est ce qui est important. La question de la discrétion, vous pensez que vraiment c'est pertinent là? Bon, si ça peut permettre à des gens de ne pas avoir des informations, de s'envoler dans des critiques, qui puissent permettre aux différents acteurs dans l'ombre de pouvoir véritablement jouer un rôle, je pense que tant mieux. Maintenant, après, on a besoin d'avoir de ces éléments d'échange pour pouvoir davantage apprécier. Et c'est peut-être ça qui... peut-être donne le sentiment à William de penser que la diplomatie a complètement échoué parce qu'il n'est jamais écrit quelque part que la diplomatie a toutes les réponses à toutes les crises. Nous avons connu des conflits dans ce monde, un peu partout. Et ce n'est pas parce que la Russie a attaqué l'Ukraine que la diplomatie a échoué. Et vous avez de ces crises qui atteignent un niveau où on peut trouver une autre solution qui soit loin de la diplomatie, qui puisse trouver véritablement une porte de sortie. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'avais regardée dans un documentaire, j'ai checké tout à l'heure sur Google, où la reine Elisabeth II, pour sauver la Commonwealth, a été obligée de se rendre au Ghana pour danser avec le président Kwame Nkrumah. En l'espace de 5 à 7 minutes, elle a réglé la crise. Pas de danse. Et donc, je pense que on peut explorer...
bon, ça c'est de la diplomatie. Qui aurait pu penser qu'une danse entre deux personnes peut amener, comment on dit, deux leaders à trouver une solution, à ramener le Ghana dans la Commonwealth? On était loin d'imaginer que on peut utiliser la danse pour vraiment trouver des solutions à une crise. Le plus important, c'est que la crise soit résolue. La musique a-dessus les mœurs. Que ça soit par les mots diplomatiques, que ça soit par la culinaire, par le sport, ou le plus important, c'est que la crise soit résolue. L'une des capacités ou l'un des critères exigés à un bon médiateur, c'est surtout d'avoir, je dois dire, on va pas dire la poigne, mais en tout cas l'autorité qu'il faut pour pouvoir imposer aux différentes parties une certaine solution. Vous pensez qu'on est face à des gens qui peuvent imposer quelque chose aux deux parties opposées là, William? Je ne le pense pas. Permettez-moi d'être péremptoire. Parce que imposition, non. En raison de ceux qu'on a en face. Je ne sais pas si Patrice Talon est celui qui se laisse le plus facilement conseiller ou si c'est le général Luciani. Je ne le pense pas. Je peux me tromper. Je peux être dans une grosse erreur. Mais de loin, c'est ma perception, politiquement parlant. De deux, nous avons affaire à deux anciens présidents. Et c'est là que je rejoins un peu Eric, mais qui, au-delà de leur exercice, ne sont pas si loin du champ politique actuel. Ils font partie des acteurs du champ politique actuel. Nicéphore Soglo n'est membre d'aucun parti politique, mais récemment, il a fait avec la Résistance nationale. Ce n'était pas un parti politique, mais c'était un mouvement de protestation contre Patrice Talon. On connaît ses positions tranchées aussi. Et sur ses sorties, on l'a écouté sur la gouvernance Talon à plusieurs points de vue. Boni Yayi, c'est le chef de file dont le décret ne sort jamais de l'opposition, que je n'ai pas encore eu finalement, pour être plus précis. C'est le chef de file de l'opposition. Quand vous avez des acteurs comme ça en face de vous, quelles que soient leurs anciennes casquettes, je comprends que vous n'ayez pas toute l'aisance du cœur à ne pas voir à un moment ou à un autre, dans leurs propos, dans leurs propositions, des détracteurs ou des adversaires politiques. Mais si tant est qu'ils étaient si campés sur leur position politique, je ne pense pas qu'ils militeraient pour la cause souverainiste et nationaliste qu'est celle de la médiation. Donc, s'attendre à pouvoir imposer ou à faire peser de tout son poids pour faire glisser des concessions aux acteurs en présence, je ne le pense pas, à moins qu'ils aient eu vraiment des avancées conséquentes à Niamey. Sinon, côté Bénin, je ne le pense pas. Mais ce qu'ils ont pour moi, et l'arme, elle est pour moi très décisive. Pas autant que la capacité à imposer, mais elle est d'une importance aussi tout aussi flagrante. C'est qu'ils ont la capacité d'être le canal de discussion interposé, d'être ceux qui reversent l'opinion, l'appréhension nigérienne auprès de Patrice Talon et qui peuvent, face à toutes ces déclarations, à tous ces déballages, écoutez aussi Patrice Talon, s'il lui était donné de s'ouvrir véritablement, pour qu'on comprenne au moins les vrais enjeux de la crise, quitte aux acteurs de prendre en compte leurs éclairages ou non. Même si les chefs d'État n'ont pas la science infuse ou n'ont pas toutes les connaissances du monde ou leur expérience n'est pas suffisante ou même leur couleur politique les empêche de faire passer des avis, si tant est qu'on a pu écouter des langages de vérité de part et d'autre grâce à leur médiation, la machine diplomatique peut être mise en branle, on serait davantage précis parce que les histoires de bases militaires pour moi sont vraiment des boucs émissaires, de gros alibis pour moi. Il y a des non-dits dans cette crise Bénin-Niger selon moi et sur l'ensemble, si on peut vraiment s'écouter grâce à cette médiation, ne serait-ce que l'écoute amènerait à des prises de décision de part et d'autre, mais pouvoir s'imposer dans la balance, j'en doute très fort, surtout face à Patrice Talon. Oui, je prends la dernière partie, surtout l'écoute, parce que c'est l'écoute qui déjà la question était, est-ce que les deux médiateurs peuvent avoir on a eu des signaux forts, d'autant plus que le général Tiani a accepté les écouter et il leur a parlé. Et aujourd'hui, nous avons un deuxième signal fort, le président Patrice Talon, qui veut aussi les recevoir. Donc, oui, c'est le bon sens. C'est déjà bien que les deux parties écoutent ces deux-là. Je ne peux pas dire qu'ils représentent et qu'ils ont la possibilité, la poigne qu'il faut pour pouvoir imposer. Encore que,
dans l'histoire du monde, aucun médiateur n'a la possibilité d'imposer quoi que ce soit dans les parties belligérantes. C'est pas possible. C'est juste parce que, étant humain, on leur trouvera toujours des défauts qui ne facilitent pas l'imposition d'une décision. Donc, le médiateur, son travail, c'est d'écouter une partie, d'aller vers l'autre partie et de dire, voilà ce que je pense que l'autre te reproche. Et à l'autre aussi de dire, oui, voilà, je suis d'accord, mais voici ce que moi, si je lui reproche. Et dans ces rapportages, on finit par trouver le juste nœud, là où il faut jouer, et c'est là qu'interviennent encore d'autres personnes, ceux-là que j'appellerais peut-être des conseillers invisibles ou des conseillers discrets, qui peut-être peuvent intervenir. C'est pour cela que chaque fois j'insiste sur le fait que cette commission qui s'est autoproclamé médiateur de ce problème, soit renforcé. Déjà, du côté du Niger, on a vu des chefs d'État qui viennent, mais c'est vrai qu'ils ne font pas partie de la commission, mais ils ont été écoutés quand même, ils ont échangé avec les deux anciens présidents du Bénin. Je voudrais que d'autres personnes qui chuchotent des mots à l'oreille de Tiani, que d'autres personnes qui chuchotent des mots à l'oreille de Patrice Talon puissent également intervenir, même si c'est de façon discrète, et que ces deux anciens chefs d'État, si vraiment ils veulent faire preuve de bonne foi, et arrive à dénicher ces personnes-là, à échanger avec ces personnes, même si c'est discrètement, de sorte à ce que les informations qu'ils ont des deux côtés, que ça n'aille pas sur la scène publique, mais que ça reste en sourdine, de sorte à ce qu'on règle, comme on le dit, qu'on lave le linge sale en famille, et qu'à la fin, que la fumée blanche sorte, comme le dirait le Rhum, avec mouche papa. Moi, je pense qu'il y a un état d'esprit côté Bénin qui peut favoriser le travail des anciens chefs d'État. Jamais nous avons entendu Patrice Talon dire nous ne voulons pas, n'est-ce pas, de la reprise des relations avec le Niger. Il a toujours manifesté véritablement combien il était d'abord déçu de la situation et combien véritablement il essaye vraiment de pouvoir véritablement trouver une porte de sortie. Et donc lui-même, il veut personnellement la reprise des relations. Et donc, il est partant. Et du côté du Niger, pour avoir accepté aussi cette mission de médiation, et donc pour moi, c'est qu'il y a une volonté véritablement qu'on aille vers une solution. C'est vrai, il y aura des conditions qui seront posées, et je pense que les deux chefs d'État vont analyser, et chacun verra de son côté l'intérêt, ce qu'on peut perdre dans ces conditions. Et si c'est trop, là, ça va devenir compliqué. Et je pense que dans ce genre de situation, on ne tire plus trop. Je pense qu'il est souhaité, que ce soit du côté du Niger ou du côté du Bénin, qu'on ne tire plus sur des conditions. Si pour la question des garanties de sécurité au niveau des frontières, on peut mettre en communion les forces de défense du Niger, les forces de défense de sécurité, pour assurer de façon commune la sécurité au niveau des contrées. Je pense que ça peut rassurer du côté du Niger, comme ça peut rassurer du côté du Bénin, pour que la frontière soit ouverte et que les relations soient meilleures. En tout cas, on va espérer de ce côté-là que les discussions se fassent. Enfin, dans la discrétion, comme ça. Mais surtout qu'on nous informe. On ne règle pas les problèmes aussi au niveau de l'État. A priori, on a déjà l'information qu'il y aura rencontre. Moi, j'ai jamais demandé qu'on fasse qu'on fasse de la rencontre direct sur Je pense que nous aurons J'ai demandé qu'on nous dise à la fin, oui, nous avons rencontré Patrice Talon. Nous pensons qu'il est dans une bonne disposition d'esprit pour, en tout cas... mais ça, c'est extrêmement important pour la suite des débats. C'est important de nous rassurer. C'est important de nous dire, oui, nous avons été à Niamey, nous avons rencontré, oui, les sourires que vous aviez vus de Tiani sur les photos, c'est de vrais sourires. On a souri tout le temps pendant 3 heures, on a discuté, etc. Il est dans une bonne disposition pour que les choses aillent. C'est important, je ne demande pas un direct sur... Encore que ce serait une horreur. Mais je pense que nous aurons droit à une belle image. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé où les deux anciens chefs d'État encore vivants au Bénin. Oui, je crois on appelle la ça première fête nationale. Oui, en 2022. En 2016, puis en 2022. Donc nous aurons encore droit à cette image. Alors aujourd'hui, on verra peut-être Patrice Talon au milieu, l'ancien président Soglo à gauche ou à droite, il y a Igoni à gauche ou à droite. Ça va être une très belle image. Pourquoi pas? Regardez ça pour nous. Belle image, vivement fructueuse. Allez les gars, merci beaucoup. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous suivrez après moi le Bénin en 7 jours, une réalisation d'Idriss Boukari puis la rue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Le programme
Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. L'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024 a livré son verdict le jeudi 27 juin 2024. La délibération effectuée à la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires à Porto Novo donne au plan national un taux de réussite de 89,67% contre 81,29% l'année dernière. La délibération a été faite par le directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires. Au tableau du classement sur le plan national, c'est le département du Plateau qui prend la tête cette année avec 95,35%, suivi du Borgo qui totalise 94,60%. Le département de l'Atakora tient la lanterne rouge avec un score de 82,16%. Donc vous constatez une amélioration significative du taux de réussite au niveau national qui s'établit à 8,38%. Le 16 juin de chaque année depuis 1991 est célébrée la journée de l'enfant africain. Au Bénin, la 34e édition de cette journée a été célébrée en différé le mercredi 26 juin 2024 par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le thème de cette année porte sur l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure a sonné. L'événement s'est déroulé à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères sous la forme d'une séance d'échange avec les organisations et des acteurs de la chaîne de promotion de l'enfant au Bénin. Une occasion pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de faire le bilan des actions menées par le gouvernement dans les différents sous-secteurs de l'éducation depuis quelques années. Et maintenant l'assistance sociale à travers les transferts monétaires conditionnels, non conditionnels, l'offre de kits scolaires, l'offre de bourses diverses, l'intermédiation sociale pour des exonérations, les activités génératrices de revenus parfois au profit de certains parents. Les travaux du colloque scientifique international portant sur le thème « Les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique » ont été ouverts le mardi 25 juin 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. C'est un rendez-vous scientifique et politique qui a réuni les participants venus de plusieurs pays dans le monde. Constitués de conférences, plénières et panels, les travaux ont permis de réfléchir et de proposer des solutions aux difficultés qui entravent la bonne marche de la démocratie en Afrique. Pendant 3 jours, les experts en gouvernance politique, scientifiques, universitaires et acteurs politiques ont mené des discussions visant à trouver des solutions pour consolider le processus démocratique en Afrique. Le colloque, dont la cérémonie de clôture s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi, a été organisé par l'Institut pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Assemblée nationale à travers l'Institut parlementaire du Bénin et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite sur financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. C'est en réfléchissant qu'on peut mieux prendre les décisions, que le décideur peut mieux orienter l'action. Les artisans qualifiés dans leur domaine continuent de bénéficier des fruits du programme Assurance pour le renforcement du capital humain. Après la première cohorte mise sur le marché de l'emploi en février dernier, ils sont au total 3000 artisans à recevoir leurs attestations de fin de formation le jeudi 27 juin 2024. Ils ont été formés en boulangerie-pâtisserie, mécanique auto, énergie renouvelable, froid et climatisation, transformation agroalimentaire et autres. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Ce programme vise à renforcer la productivité dans le secteur de l'artisanat au Bénin.
L'Agence nationale d'identification des personnes se veut davantage proche de ses usagers. Une convention de partenariat a été signée à cet effet le lundi 24 juin 2024 à son siège à Cotonou avec la Poste du Bénin. L'objectif poursuivi par les deux parties est de rendre disponibles dans les agences de la Poste du Bénin sur l'ensemble du territoire national les services de l'Agence nationale d'identification des personnes. 3 principaux services sont concernés, à savoir la livraison aux citoyens d'actes d'état civil, le transport des envois de l'ANIP vers son réseau d'agences et la fourniture de e-services de l'ANIP. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.